Bonjour, je m'appelle Étienne Bertrand, bienvenue dans cette nouvelle émission de Terre et Vignes de l'Aube, réalisée conjointement avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir la vallée de la Sarthe qui accueillera la Route du Champagne 2017. Donc ici, nous sommes sur le domaine du vignoble Motaudon à Lingé, un magnifique jardin botanique. Nous allons partir en avant-première à la découverte des vignerons qui ouvriront leurs portes le 5 et 6 août 2017 au moment de la Route du Champagne. Il faut savoir que la Route du Champagne est organisée depuis 1995 par CAPC, avec cette année la confrérie Saint-Vincent de la vallée de la Sarthe en soutien. Et fait important, c'est la première fois que la vallée de la Sarthe s'anime au moment de la Route du Champagne. Au cours de cette émission, je vous propose de me suivre. Nous allons partir en 4x4 à la découverte des vignobles et des vignerons qui participent à la Route du Champagne. Donc la Route du Champagne, j'insiste, elle existe depuis 1995. Il faut savoir qu'à l'époque, l'objectif c'était de faire connaître la Côte des Bars. Aujourd'hui, on n'en est plus là, on a 30-40 000 personnes qui viennent du monde entier, parfois pour venir découvrir nos vignerons et nos vignobles. Il y a un enthousiasme fort et on a mis en place des choses qui n'avaient pas été faites jusqu'alors, comme par exemple de la vente en ligne. La vente en ligne, on se rend compte qu'on vend des billets aux États-Unis, on vend des billets en Norvège, en Finlande, et puis on a mis en place un système de décoration avec des jachères fleuries. Donc en fait, les villages, on passera de village en village avec des accotements fleuris en jachère. Ça fait maintenant 18 mois qu'on prépare cette fête et on sent la pression monter et on a envie d'y être, ouais, on a envie d'y être, c'est sûr. S'il y a beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de nouveautés, le principe de la Route du Champagne reste le même. Vous achetez un passeport à 25 € à l'entrée de la fête avec une flûte de dégustation et le porte-flûte, avec l'éthylotest et avec un gobelet et surtout le passeport qui vous offre la possibilité de déguster 16 champagnes chez 16 vignerons différents. Et vous trouverez ces vignerons dans les 5 villages qui composent le secteur 2017. Ces 5 villages sont Balneau-sur-Laigne, Aviré-Lingé, Bagnes-la-Fosse, Bragelonne et Channes. Ces 5 villages sont en enfilade et situés à proximité les uns des autres. À chaque fois, c'est 3-4 km entre chaque village. Maintenant que je vous ai expliqué le principe, nous allons partir sur le terrain avec Gilles et son 4x4 pour rencontrer les vignerons. Voilà, c'est un Defender de 76, une très bonne année. Ah, c'est Doric. On arrive chez Marc et Marinelli Henker, Champagne Henker. Ils proposent des chambres chez le vigneron. C'est un concept original. On va voir de quoi il s'agit. Ce qu'il me faudrait, c'est un polo de la Route du Champagne. Hein. Je sais pas, t'en as, Marc, non? Non. Non, Gilles? Non. Tu vas m'en chercher un? Ah, bah, je t'en remercie alors. Donc on est chez Marinelli et Marc Henker, au Champagne Marc Henker. Ils ont développé un concept original, c'est un accueil chez le vigneron, ça s'appelle Chambre chez le vigneron. Et on va les suivre pour qu'ils nous fassent découvrir de quoi il s'agit. Eh bien allez, on y va, par ici. Donc c'est vraiment, vous êtes vraiment chez le vigneron. Dans quel état d'esprit vous avez développé ce concept avec Marc? Alors donc l'idée c'était quand même de faire découvrir nos valeurs et notre passion aux personnes que nous recevons, que ce soit dans cette chambre ou en camping-car. Et donc nous proposons une visite des vignes, des caves, suivie d'une dégustation de toutes nos cuvées, accompagné donc des explications concernant notre profession. Finalement, vous êtes dans l'esprit de la Route du Champagne, mais toute l'année. On prend un grand plaisir à accueillir tous ces curieux et nos amis, nos clients qui veulent vraiment venir s'immerger dans notre métier. Bon, Marinelli, les gens qui viennent chez vous, est-ce qu'ils connaissent déjà le vignoble? Alors la majeure partie des clients que nous rencontrons connaissent la Champagne en général, mais ne connaissent pas notre très belle vallée qui est la vallée de la Sarthe. Et donc c'est d'autant plus enrichissant pour nous et pour eux de leur faire découvrir nos cépages, notre sous-sol, nos cuvées et notre convivialité. Prêt pour la Route du Champagne en fait. Vous serez les bienvenus. Le but de la Route du Champagne, on l'a vu, c'est de faire découvrir la Côte des Bars au grand public, mais également les professionnels veulent se faire connaître autrement en participant à des concours et en les remportant assez souvent. Aujourd'hui, nous allons voir Éric Marin qui a remporté
de nombreuses fois un prix pour son champagne rosé. Quel accueil! Edmond est faible. Vous êtes magnifique. Salut. Est-ce qu'on peut vous louer pour des événements? Vous préparez quelque chose, non? Caméra. Vous préparez quelque chose? Il y a quelques invités le 5 et le 6 août, c'est mon Salut. anniversaire. Le C'est vrai? Vous faites une grosse fête alors. Eric et Sonia vont nous présenter leur nouveau caveau de dégustation. Moi je parlerai bien de la façon originale dont vous avez monté votre projet. Donc on a fait un financement participatif pour créer l'intérieur du caveau en fait. Donc on remercie tous ceux qui nous ont aidés à créer ce bel intérieur. Eric, on est venu chez toi aujourd'hui notamment parce que tu es souvent primé dans des concours, Ouais. notamment sur le rosé. Encore cette année, il y a eu le mondial du rosé à Cannes qui vient de se dérouler et on a été pour la deuxième année consécutive primé d'une médaille d'or. C'est une méthode de vinification quand même un peu particulière qui me tient à cœur parce que j'ai fait mes études à Beaune en Bourgogne et on a pour habitude de faire du vin. Donc nous c'est un rosé d'assemblage, un assemblage de vin rouge et de vin blanc. Pinot noir 100% ou... 100% Pinot Noir, ouais. Oui. Cette année, on l'a fait en 100%. Depuis 2012, depuis l'année qu'on a grêlé, qu'on n'avait pas de Chardonnay, en fait, on l'a passé en 100% Pinot Noir. Avec les assemblages, avec notre œnologue Philippe Narcy, on a trouvé certaines cuves de Pinot Noir qui s'adaptaient à notre rouge qui est très fruité et très léger. À titre personnel, t'en tires une fierté Oui, je pense que c'est déjà d'abord à titre personnel une satisfaction. Et puis après, c'est un petit peu de notoriété, quoi. Ça nous aide bien. Eric, l'appellation Champagne, c'est 5 départements, mais 3 départements principaux, notamment l'Aube. Est-ce que tu as remarqué dans les concours, dans les résultats de concours, que la Côte des Bars avait une bonne place dans ces résultats? Oui, on a tendance à voir que les vins de l'Aube ressortent quand même assez souvent, en particulier sur le concours des rosés des œnologues de France. En 2016, il y avait 9 médailles auboises sur 17 médailles. Donc on s'aperçoit quand même notamment les rosés, mais que les vins de l'Aube ressortent assez fréquemment dans les concours. Pour moi, c'est vraiment le meilleur indicateur de qualité des vins de Champagne. C'est les œnologues de France, donc, qui invitent les œnologues du monde, parce que c'est vrai, c'est mondial, et qui dégustent, donc je pense qu'on peut s'en servir comme référence. Donc la dégustation parfaite, on mire, on hume, et on déguste. Direction Balneau-sur-Laigne. On peut remarquer qu'il y a des hélices à peu près il y a une hélice à peu près tous les 100-200 mètres. C'est en fait des moyens de lutte contre les gelées de printemps. Bon Anne, finalement pourquoi tu as choisi de nous recevoir dans ton arboretum pour nous parler de l'export? Alors ici c'est un lieu assez symbolique de la maison, de nos valeurs, parce que contrairement à beaucoup d'autres, la maison elle a commencé par l'export. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, 30 ans, tout le monde n'allait pas à l'export, hormis les grands. Aujourd'hui c'est vrai que même les petits viticulteurs vont à l'export. Nous il y a 20 ou 30 ans on y allait déjà, donc on a commencé par là en fait. Quand mon père a décidé de vendre du champagne, il s'est adressé notamment aux ambassades françaises à l'étranger et qui sont aujourd'hui des clients historiques de la maison. Alors du coup cet arboretum, on y a planté 80 arbres au total et chaque arbre est vraiment originaire du pays en question. Aujourd'hui vous êtes présent dans 80 pays tu vois? Alors 82 en total depuis les débuts de la maison. En simultané, on est entre 40 et 50 pays suivant les années. Un village comme Balneau-sur-Laigne, de se dire que ton champagne est vu dans tous les pays du monde, qu'est-ce que ça te procure comme sentiment quoi? C'est vrai que c'est toujours marrant quand quelqu'un a été à l'export et puis qu'il nous dit tiens j'ai vu ton champagne, etc. C'est toujours rigolo quoi, c'est toujours plaisant. Après l'export représente, a très longtemps représenté la grande majorité de notre commercialisation. Aujourd'hui on est sur un équilibre, 50% export, 50% France, ce qui est plutôt bien. Parce qu'on a un joli circuit de visite aussi et on a envie de développer ce côté œnotourisme et puis s'attacher aussi au marché local. Une dernière question qui nous ramène à la route du Champagne. Vous avez participé avec Risset en 2015, vous participez de nouveau en 2017 avec la vallée de la Sarthe.
vous marquez votre attachement à cette fête de la Côte des Bars? C'est surtout que c'est le plus gros événement touristique de la Champagne. Donc je pense que quand c'est notre tour de jouer, il faut jouer parce que sinon c'est un événement qui ne perdurera pas. Donc, et puis comme on est dans le développement de l'onotourisme, c'est le moment ou jamais d'ouvrir ses caves. Et puis c'est un événement tellement festif, tellement plaisant. Enfin, on a un tellement beau souvenir de 2015 que voilà, on n'attend que le soleil pour que 2017 soit aussi réussi. Bon, Anne, merci pour ces discussions. Donc il y a beaucoup d'innovations cette année et j'ai entendu dire que vous faisiez quelque chose d'un peu particulier chez vous. Ouais, on fait le thème Balno Beach. Donc ça va être une grande plage de sable avec une piscine, enfin un bain de pied on va dire. Donc ça va être sympa, voilà, ça va être très festif et très coloré. Tu vas voir du monde je pense. J'espère. Tu vas voir du monde. Vous l'avez vu, on a rencontré des vignerons passionnés qui ont chacun des choses à vous faire découvrir les 5 et 6 août. Mais ici, on n'a pas oublié que la route du Champagne en fête, c'est avant tout une grande fête. Et pour ça, on a développé tout un tas de projets innovants. Il faut dire qu'on est pris par l'enthousiasme du débutant. Un des projets notamment innovants, c'est cette jachère fleurie que vous voyez. Elle sillonne le parcours, elle sillonne les villages. On a aussi développé un système de décoration suspendue. Autre projet innovant, on a mis en place dans chaque village un graffeur qui va réaliser une performance artistique en direct, c'est-à-dire devant le public et pendant 2 jours. Et on lui a proposé un thème qui est sans surprise le champagne et la fête. Alors vous pourrez aussi rencontrer au moment de la route du Champagne en fête, sur les 5 villages de la vallée, un char fleuri tracté avec des décorations, avec des artistes de cirque sur ce char, et puis également avec des saltimbanques autour du char qui joueront de la musique et feront des scènes comme ça et qui joueront aussi un peu avec le public. Voilà, c'est un char qui s'inspire un petit peu des fêtes du Champagne, des vieilles fêtes du Champagne des années 60 et 70. Donc vous trouverez sur la route du Champagne de quoi vous restaurer dans toutes les caves. Quasiment toutes les caves organisent une soirée de gala le samedi soir et proposent également de la restauration le samedi midi et le dimanche midi. Sur internet, vous pouvez retrouver toutes les informations, les plans, toutes les animations, enfin le programme complet de la fête. Le Centre canin du Rucher de Massonville. Pension, vente d'alimentation, éducation, agility et élevage de cockers anglais, terriers irlandais, épagnols bretons et setter gordon. Besoin de croquettes de qualité? Éléonore et son équipe saura vous conseiller la meilleure alimentation adaptée à votre animal de compagnie. Et ce n'est pas tout. Pour toute commande de croquettes, à partir de 50 € et livré à domicile, bénéficiez d'une journée de pension offerte. Dépêchez-vous. Le Centre canin du Rucher de Massonville, RN 77 à Sainte-Maure, 03 25 73 17 46. Bon, Olivier, on a vu des vignerons qui ont des démarches différentes. On est allé à Viré-Linger rencontrer Marc et Marinelli qui font de l'accueil privilégié pour leurs clients. On a vu Eric qui gagne régulièrement des concours de vin. On a vu Anne Grémillet qui a une stratégie de développement à l'export. Toi, qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant? Qu'est-ce que tu as envie de nous raconter? Alors, nous, ce qu'on aimerait mettre en avant sur l'exploitation, c'est la viticulture durable. La viticulture durable, bon, le durable, c'est un terme courant en ce moment. On a validé nos pratiques par une certification qui s'appelle viticulture durable en Champagne. C'est un cahier des charges avec 125 points qui soient environnementaux, économiques, sociaux. Environnementaux, l'idée, bon, d'avoir un impact limité sur notre environnement hein, qu'on côtoie au quotidien et en même temps pérenniser une culture à long terme, on pense aux générations futures. Sur l'exploitation, là c'était plus aussi pour asseoir des pratiques qui n'avaient
pas été mis sur papier et puis vraiment validés par un organisme extérieur qui vient dire bon, ce que tu fais, ça se tient, c'est cohérent. Je vois qu'on marche dans l'herbe que tu as semée là. Tu ne mets aucun produit chimique au sol. Non, la certification nous oblige à désherber un maximum de moitié de notre exploitation. Si on voulait le faire, nous sur l'exploitation, on a été encore plus loin dans la démarche, c'est-à-dire qu'on ne désherbe plus du tout. Il y a 10 ans que l'herbe elle est là. Moi je suis fier d'être ici déjà, fier de faire du champagne et en plus de pouvoir proposer un produit de qualité. Et on va tous dans je pense qu'on va tous dans ce sens-là. Et il faut choper le train en marche et puis y aller, quoi. Ouais. Moi, ce que je trouve bien, c'est que tu vois, je t'ai dit qu'on avait vu d'autres vignerons et je m'aperçois au fur et à mesure de cette petite visite dans la vallée qu'on a vraiment de multiples talents dans le secteur de la route du Champagne 2017. En venant chez Jean-Baptiste, j'ai choisi la couleur de mon chapeau pour être raccord avec lui. Je me doutais qu'il allait mettre un polo orange. Bienvenue, Étienne. Bon, eh bien, nous allons rejoindre Sophie. Sophie qui est œnologue. Ok, donc nous sommes à Bragelogne, au Champagne Girard Collin. Et c'est Jean-Baptiste qui nous reçoit pour nous raconter, nous expliquer comment il assemble ses champagnes, comment il assemble ses vins. Jean-Baptiste, comment tu procèdes? Donc on a déjà le chardonnay et le pinot noir. On a des terroirs différents, donc des finages, des villages différents, et aussi des années différentes en cuverie, c'est-à-dire des vins de l'année, de la vendange qui arrive, et des vins de réserve qui ont des années antérieures. Voilà. Par exemple, cette cuvée-ci, notre brut tradition, une gamme avec 20% de vin de réserve, 5% de chardonnay, avec un assemblage de 20% de vin de réserve et de 80% de vin de l'année. Est-ce que c'est la cuvée que tu vas servir à la route du Champagne? Effectivement, oui. Donc finalement, Jean-Baptiste, l'assemblage, c'est quelque chose que tu décides dès la vendange. On sépare les chardonnays, les pinots noirs, et sur l'exploitation, en plus, on sépare aussi ce qui nous vient de Bagneux-la-Fosse, par exemple, et ce qui nous vient de Bragelogne. Moi, j'interviens dans les assemblages afin justement de déterminer les meilleures combinaisons de vins possibles. C'est-à-dire qu'on va déguster les vins de l'année et les vins de réserve afin de trouver justement les meilleurs vins qui correspondent au champagne souhaité par Jean-Baptiste en l'occurrence. C'est-à-dire qu'on va essayer de respecter le goût maison, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir toujours une régularité dans les produits qu'on élabore sur plusieurs années. L'assemblage élève le vin. On gagne en qualité en faisant l'assemblage. Là, on voit au fond de la bouteille les levures qui se sont déposées après avoir réalisé la fermentation alcoolique. Ce que les gens attendent lors de leur visite de la route du Champagne afin de comprendre au mieux tout le processus d'élaboration du champagne. On cherche le vigneron, Bertrand. Il veut nous parler de son rosé. Bonjour. Bertrand, il doit être là-bas. Alors fais attention à la tête, hein. C'est Oui. une vieille cave. Oui. En fait, c'est ici que j'ai tout démarré avec mon père. C'est-à-dire? Eh ben, on a commencé à faire le champagne ici, le dégorgement était là, les bouteilles étaient à côté. Ouais. Je vois que tu as une petite cave à côté là. Un petit Voilà, caveau. ouais. Alors la petite cave, bah, ça c'est la cave personnelle, c'est la cave D'accord, des vignerons. d'accord, d'accord. J'ai vu que tu proposais un rosé de saignée à la dégustation le week-end de la route du Champagne. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce rosé de saignée? Alors c'est un rosé, c'est mon père qui m'a appris à le faire. C'était son grand-père et son père qui lui avaient appris avant. Donc c'est une méthode ancestrale, hein, c'est le rosé vrai, le rosé de saignée. C'est en fait, bon, au départ, c'est déjà sélectionner la vigne, choisir une vieille vigne avec des raisins qui ont une belle maturité. Ensuite, au niveau de la coupe, bon, bah, c'est toujours la réglementation champenoise, hein, comme on le fait tous, c'est-à-dire coupe obligatoirement à la main, ce qui nous permet de faire un premier tri, quoi. Et puis ensuite, on ramène les raisins à la cuverie. Et là, je mets les raisins en cuve, grappe entière. Et ensuite, je commence la fermentation alcoolique. Et c'est là, en fait, que réside le mystère du rosé de saignée. C'est parce qu'on laisse la peau qui est rouge en contact avec la pulpe qui est blanche. Et à ce moment-là, donc après, ça dure à peu près 24 à 72 heures. À ce moment-là, la couleur du raisin noir, donc le pinot noir, passe dans la pulpe qui est blanche. Et là, il faut être quand même assez précis si on veut arriver à avoir une couleur qui corresponde à ce qu'on attend. Ça peut se jouer à quelques heures, ça demande beaucoup de vigilance pour sortir le rosé. À ce moment-là, quand on estime qu'on a
le jus qui a la couleur qu'on souhaite, on sort le jus de la cuve, on prend les raisins, on les presse, on mélange le jus de presse, le jus de goutte et on a notre rosé de saignée. Quand j'en parle, quand je le présente souvent, la remarque c'est « Ah ben on trouve souvent du rosé de saignée dans l'Aube ». C'est vrai que je pense que c'est un peu notre spécificité ici dans le vignoble. Peut-être parce qu'on n'a pas beaucoup de chardonnay, donc on a pris l'habitude de faire notre rosé à l'ancienne avec le pinot noir comme les vieux le faisaient. Hein. On va quand même le goûter ce rosé de saignée. Venez, approchez. Le caméraman il boit avec nous, il déguste. À la vôtre? À la route du Champagne. À la route du Champagne. Oh. On poursuit notre parcours sur la route du Champagne en fête 2017. Nous sommes maintenant à Bragelonne, au Champagne Camille Marcel, chez Adeline Bonnet qui va nous expliquer comment elle vinifie ses vins. Alors, depuis l'année dernière, on a décidé de vinifier en jarre, tout simplement pour réussir à mettre en valeur nos pratiques culturelles viticoles que mon père a mis en place depuis plus de 25 ans. Au niveau gustatif, qu'est-ce que la jarre va t'apporter? On va être sur des arômes beaucoup plus complexes tout de suite. En revanche, par rapport au fût, là, ici, on n'aura pas de goût boisé ni quoi que ce soit. Donc pour le vieillissement, 4 mois de vieillissement dans cette jarre. Ensuite, on mettra donc en bouteille. Et puisque je vais faire un millésime, on fera vieillir cette cuvée au minimum 3 années en bouteille. Pinot noir et d'une seule contrée? Absolument. Uniquement que du pinot noir issu de la côte des Volardés, de notre grande parcelle des Volardés. La côte des Volardés où on va aller tout à l'heure oui, absolument. Pour une explication du terroir. Donc après avoir rencontré plusieurs vignerons un peu dans tous les villages, il faut qu'on prenne un instant pour parler du terroir. Donc nous rencontrons Bruno Duron et Pascal Bonnet. Bruno, est-ce que tu peux nous dire des choses sur le terroir justement de la Côte des Barres? Oui, beaucoup de choses même. Hein. On va peut-être même profiter, on est en haut d'une vigne de Pascal, et on a justement un petit talus qui est une ouverture sur le sous-sol. Hein. Et donc c'est ça qui va créer un terroir intéressant pour plusieurs aspects. Donc les cailloutis vont favoriser un bon réchauffement des sols. Donc une restitution au niveau du raisin au moment de la maturation. Et aussi, on voit très bien, il y a d'ailleurs des plantes qui sont là naturellement. Il y a les racines traversent très bien ces zones de cailloux, donc elles s'insèrent bien dans le sous-sol cambridgien en dessous. Hein. Donc le pinot noir ici va bénéficier justement par cet enracinement, par ce climat, ce terroir de conditions particulières pour sa maturation, pour son développement au cours de l'année et sa maturation. Donc ça va nous donner des vins plutôt sur le fruit rouge notamment. Contrairement aux vins qui vont être sur la craie où on va avoir une structure assez différente. Peut-être plus de longueur sur les vins de la craie, mais moins d'expression aromatique que l'on peut trouver sur ces terroirs-là. Merci Bruno. Justement, donc Pascal, tu mets des pratiques de culture différentes selon tes vignes et selon les lieux-dits. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, effectivement, au niveau de l'exploitation, on a deux grandes natures de sol. Hein. On est sur les sols, ce que Bruno a présenté tout de suite. On est sur des sols également aussi très argileux. Et effectivement, les techniques sont différentes. On ne peut pas se permettre, par exemple, comme ici, où on a un sol qui est quand même relativement bien enherbé. À partir du moment où on a des sols un petit peu plus chargés en argile, où on a un peu plus de soucis au niveau hydrique. Là, il faut être beaucoup plus indulgent sur les volumes d'herbe qu'on peut avoir sur les parcelles. On a des raisins sains avec très peu de problèmes de pourriture, vu qu'on est sur des sols enherbés, peu enrichis en amendement, donc on a une stabilité à ce niveau-là. Comment tu sens les choses au niveau des vendanges?
qui approchent, qui vont être juste après la route du Champagne. Il est certain que cette année, on est quand même sur une année, je pense, de qualité, parce qu'on a eu une succession de pluies et de périodes sèches. Et ce qui fait qu'on a un niveau sanitaire qui est inexpéré. C'est très bon. Ouais. On est en avance sur le calendrier. Hein. On est en avance sur le calendrier. On aura des vendanges début septembre, probablement. Oui. Peut-être même fin août. Je voulais qu'on filme la pancarte vignoble de Champagne. C'est l'entrée dans l'appellation Champagne, l'entrée dans le département de l'Aube et l'entrée dans la région Champagne. Voilà. On est dans la partie la plus au sud. Voilà. On est un petit peu au carrefour entre Lyon, la Côte d'Or et l'Aube. On attend ça depuis 1 an. On arrive au bout. On va le faire. Donc voilà, cette émission de Terres et Vignes se termine. J'ai été très heureux de parcourir avec vous les villages de la route du Champagne 2017. Donc Channes, Bragelonne, Bagnes-la-Fosse, Aviré-Linger et Balneau-sur-Laigne. Nous avons rencontré des vignerons de caractère avec des savoir-faire parfois différents. Je vous invite à venir rencontrer ces vignerons à votre tour au moment de la route du Champagne en fête, les 5 et 6 août. Et je vous invite aussi à venir les retrouver, pourquoi pas, après la route du Champagne. Je vous dis à bientôt.